Alors, chers amis, nous allons maintenant accueillir quelqu'un qui connaît bien les questions de formation, puisqu'elle est directrice de l'ICEP à Lyon. Elle est ancienne députée de 2012 à 2017. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Marion Maréchal. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très heureuse d'être avec nos amis de l'Iliade aujourd'hui. En effet, nous partageons à la fois des combats, des soucis communs, vous avec l'Iliade, nous avec l'ICEP, en tâchant de former ces jeunes qui demain s'engageront. Je tombe le masque, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que je vais respecter mon quart d'heure réglementaire. Nous sommes, oui, vous allez y veiller, merci beaucoup. Nous sommes réunis donc aujourd'hui pour parler d'économie. Alors, de manière générale, lorsque l'on rentre dans un colloque qui traite d'économie, on se dit bon, au pire, on s'ennuie, et au mieux, on évite les débats houleux, les confrontations agressives auxquelles on peut être habitué lorsque l'on est un militant politique. Et pourtant, rien n'est plus faux parce que l'économie, j'en suis convaincue, est elle aussi la proie des passions politiques. Puisque l'économie est par essence, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, animée par des doctrines et des idéologies. Et comme il y a du politiquement correct, il y a de l'historiquement correct, il y a du géopolitiquement correct, mais il y a aussi de l'économiquement correct. Et dans cet économiquement correct, il y a de même un système moraliste qui a ses totems, 35 heures, la retraite à 60 ans, l'ISF, qui a aussi ses autorités de référence, Attali, DSK quand il ne trousse pas la domestique, le MEDEF, le FMI, la BCE et que sais-je encore. Il y a aussi le point Godwin de l'économiquement correct, la sortie de l'euro. Il y a des croyances, Big is beautiful, ou le dogme de la concurrence libre et non faussée dont j'imagine que vous avez beaucoup parlé aujourd'hui. Et bien sûr, dans l'économiquement correct, eh bien, il y a aussi les méchants et les gentils, qui, selon le lieu d'où l'on parle, peut être tantôt l'ultralibéral ou tantôt le protectionniste étriqué. Alors, paradoxalement, si le politiquement correct opère de moins en moins efficacement sur les esprits et dans le débat public, à l'inverse, l'économiquement correct, continue d'influencer durablement et profondément l'opinion. Et ceux qui tentent donc de présenter l'économie comme axiologiquement neutre ou mentent ou se trompent. Car les outils économiques sont neutres, c'est vrai, par nature, mais leur choix, leur usage et le but auquel ils sont destinés, évidemment, ne le sont pas. Le marché n'est pas mauvais par essence, mais c'est la culture dans laquelle il s'insère qui va engendrer les dérives de la marchandisation généralisée ou de la financiarisation spéculative que nous pouvons combattre aujourd'hui. Alors prenons par exemple le revenu universel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette mesure, ni même sur les questions de son financement ou de son efficacité, mais je vais tâcher avec cet exemple de vous montrer comment un outil qui apparaît neutre peut être empreint d'idéologie. Alors, ce revenu universel est relativement à la mode et on peut le retrouver d'ailleurs proposé par la droite comme par la gauche, selon des motifs différents. Alors certains vont vouloir le mettre en place pour assurer une meilleure répartition, pour des raisons sociales. D'autres vont vouloir le mettre en place pour des raisons de simplification administrative et d'économie. Eh bien, je vais vous dire que cette mesure est probablement, en tout cas selon moi, le point culminant de l'individualisme moderne. Ce qui fera dire à certains d'ailleurs que c'est l'une des démonstrations les plus manifestes du libéralisme. Elle est en tout cas, selon moi, tout à fait caractéristique de l'esprit du temps et elle permet de démontrer, finalement, la manière dont l'État se départit de son rôle économique et politique pour s'en remettre totalement à l'individu. C'est-à-dire qu'avec le revenu universel, on supprime le principe du revenu universel tel qu'il a été pensé par les libéraux. C'est-à-dire qu'on va supprimer toute forme d'aide et on va le remplacer par un revenu standard qui va être distribué de manière indifférente et égalitaire à l'ensemble des individus. Ça veut dire que l'État renonce à orienter des comportements, à favoriser des comportements, à favoriser des structures qui lui semblent justes, qui lui semblent bonnes, qui lui semblent servir l'intérêt général ou le bien commun, pour s'en remettre intégralement au choix
personnel de l'individu, sans aucun droit de regard finalement sur la manière dont il va toucher cet argent ou le dépenser. Et donc là, on voit bien qu'on est vraiment dans une lecture totalement individualiste de l'économie, où le collectif disparaît complètement, et où l'État libéral renonce totalement à porter une vision de la société pour s'en remettre simplement à gérer les relations juridiques des uns et des autres, sans rentrer dans des considérations d'ordre moral ou d'ordre politique. Alors, pourquoi cet exemple ? Pour vous dire que, parce que le thème de mon intervention, c'est de reprendre le pouvoir sur l'économie. Donc je pense que pour reprendre le pouvoir sur l'économie, il faut donc avant tout accepter l'idée que cette discipline, l'économie, est une discipline profondément politique. Et donc qu'un programme économique doit nécessairement s'adosser à une philosophie politique qui elle-même va s'attacher à une certaine vision de la société bonne, de l'homme, de sa nature et de sa dignité. Et l'on ne va pas construire la même politique économique selon que l'on part du présupposé que l'homme est un loup pour l'homme mu uniquement par des intérêts égoïstes, ou à l'inverse, que l'homme est un animal politique comme le pense Aristote. Il est donc extrêmement important de savoir quel est ce présupposé idéologique, quelle est cette philosophie politique à laquelle on adhère pour pouvoir ensuite, bien évidemment, conduire la politique qui va s'en suivre. Et d'ailleurs, l'idée d'une indépendance de l'économie, une indépendance du marché par rapport aux autres domaines de la vie sociale est d'ailleurs récente, puisqu'elle date du 19e siècle. Je crois que Jean-Yves Le Gallou vous en a touché 2 mots ce matin, donc je ne m'y attarderai pas. Alors a priori, dans le cadre de ce système moral de l'économiquement correct, la droite nationale et les souverainistes, alors vous me permettez d'utiliser ces termes par commodité, je sais qu'il y a un débat sur la pertinence de ces catégories et de ces termes, mais ce sera plus simple, et puis je pense que tout le monde s'y reconnaîtra facilement. En tout cas, ces courants politiques sont par principe souvent exclus du cercle de la raison économique, par une forme de présomption d'incompétence. Alors c'est vrai qu'entre les grands débats intellectuels, parfois abstraits, de ces familles politiques, d'un côté, et de l'autre, la comptabilité de gestionnaires à la petite semaine de nos gouvernants, il n'est pas toujours facile de trouver le juste équilibre entre, d'un côté, une vision métapolitique indispensable, la fameuse philosophie politique dont je vous parlais, et de l'autre, les mesures concrètes qui vont permettre de créer de l'emploi, de garantir la prospérité, d'engendrer de la création de richesses au service des peuples, puisque c'est l'objet de ce colloque aujourd'hui. Et le souci particulier dans le débat économique aujourd'hui tient, à mon avis, à la confusion des termes. C'est-à-dire que l'esprit humain, pour mener une réflexion complexe, a besoin de se raccrocher à des concepts. Il a besoin d'élaborer des catégories. Alors ces outils qui relèvent de la logique sont extrêmement utiles quand ils font consensus. Or, le problème en économie, c'est que précisément, la plupart des notions sont extrêmement confuses, que les gens qui les emploient ne les emploient pas dans le même sens, avec la même signification. Et il arrive bien souvent qu'à force de confusion, ces catégories, ces concepts finissent par se transformer en prison intellectuelle, en assignation à résidence politique. Ils empêchent la nuance, puisqu'ils mettent des formes d'œillères. Ils obligent à penser les courants économiques en bloc, de manière dogmatique, sans pouvoir créer finalement des interdépendances entre différentes logiques. Et donc finalement, ils interdisent le dialogue constructif. Et je pense qu'il en est ainsi, en particulier, du terme libéral. Alors vous allez dire que je me défends parce que je suis soi-disant la libérale de la famille, mais enfin bon, je préfère quand même mettre les choses sur la table tout de suite. Ce terme libéral, qui ne plaît pas beaucoup à Alain de Benoît, je crois, de mémoire, non, c'est bien ce que je pensais, et qui est une forme d'arme de division massive, mais finalement sur lequel personne ne projette les mêmes idées. Est-ce qu'il s'agit du libéralisme mondialiste d'Attali, ou est-ce qu'il s'agit du libéralisme nationaliste de Thatcher ? Est-ce qu'il s'agit du libéralisme métaphysique de Michéa, que j'aime beaucoup au passage, ça va plaire à Alain de Benoît, ou du libéralisme économique d'Adam Smith ? Est-ce qu'il s'agit du néolibéralisme contemporain, ou bien encore du libéralisme de Tocqueville ? N'y a-t-il pas, finalement, des perméabilités entre ces différents courants ? N'y a-t-il pas des différences selon les époques ? Et s'agit-il finalement d'un courant qu'il faut rejeter en bloc
sans chercher peut-être à en extraire un certain nombre de notions qui pourraient nous apparaître justes et utiles. Alors je pose la question dont personne n'a la réponse et qui ne mettra personne d'accord. Est-ce que la France est trop libérale ou est-ce qu'elle n'est pas assez libérale ? Eh bien, je dirais les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine, et pourquoi je vais sur cette question de la France libérale ou pas assez libérale ? Parce que précisément, je pense qu'il faut être capable de penser en dehors de ces catégories parfois caricaturales pour poser un juste diagnostic et donc des réponses adéquates. Alors si l'on part du principe que le libéralisme se confond avec libre-échange, libre-échangisme, l'idéologie du libre-échange et restriction de l'interventionnisme, alors oui, je pense que la France est à la fois trop libérale et trop étatiste. Ou dit autrement, elle est trop libérale là où elle devrait être étatiste et trop étatiste là où elle devrait être libérale, comme l'explique le philosophe Jean-Loup Bonamy. Alors d'une certaine manière, nous cumulons les désavantages des deux systèmes, mais sans avoir aucun avantage de ces systèmes. C'est-à-dire que nous avons le libre-échange sans les libertés économiques, et nous avons l'étatisme sans la protection et sans l'État stratège. Nous avons un État social dispendieux qui a petit à petit asséché l'État stratège et régalien, puisque cet État social est ruiné par l'immigration, entre autres. Nous avons un État nounou omniprésent qui fragilise nos entreprises par l'absence de protection face à la concurrence déloyale, tout en étant incapable de sauvegarder et de développer les secteurs garantissant notre indépendance. Alors, en 15 minutes, il va être un peu compliqué de vous décrire dans le détail la direction à prendre. Néanmoins, on peut dessiner un chemin, et pour cela, une fois de plus, et je pense que c'est le réflexe que nous avons à chaque fois, nous devrions nous retourner en arrière et peut-être tirer un certain nombre de leçons pour mesurer que nous avons et que nous assistons encore à un bouleversement civilisationnel et presque anthropologique inédit dans l'histoire de l'humanité. Depuis quelques siècles seulement, nous avons rompu avec une organisation sociale et économique qui était plurimillénaire. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une société de ruraux, de propriétaires, d'indépendants, de métiers et de solidarité communautaire à une société d'urbains, de locataires, de salariés, de fonctions et de solitude. Et ces bouleversements ont entraîné des hommes de moins en moins libres, une forme de perte de sens, le vide du déracinement, une carence des responsabilités individuelles et finalement un profond mal-être dans les sociétés dites occidentales. Alors tout simplement, la direction à prendre serait peut-être de rechercher à travers l'économie à mettre en place un environnement qui permette à l'homme de retrouver les conditions de son plein épanouissement, qui pourrait passer bien évidemment par le retour de ces solidarités communautaires à différents niveaux, notamment par la subsidiarité, la possibilité d'être propriétaire et donc de s'enraciner dans un territoire et donc d'avoir un certain nombre de responsabilités, d'être libre dans son travail, donc d'être un indépendant, ne pas être nécessairement tributaire du salariat. Et c'est ainsi, à travers la vision de l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, que nous pouvons peut-être dessiner un chemin et élaborer des mesures concrètes. Mais reprendre le pouvoir sur l'économie passera évidemment par un changement de logique, de matrice, une bonne compréhension de ce qu'est l'économie politique, mais aussi par le fait de reprendre le pouvoir sur nos élites. Car finalement, derrière ces politiques, il y a des hommes, et le problème, c'est que nos élites politiques sont empêtrées dans de vieilles représentations dépassées, comme le libre-échange généralisé, vecteur de développement et de prospérité, la nécessité d'imposer des règles mondiales au-dessus des États pour déterminer des règles du jeu applicables à tous, l'idée que le modèle du privé serait nécessairement plus efficace, y compris appliqué aux services publics, ou encore la fameuse division internationale du travail, promue par l'OMC, notamment dans les années 80 et 90, qui était censée faire de la France un magnifique jardin bio, porté par une économie de services et de haute valeur ajoutée, entre sacs Hermès et avions de chasse. Bon, de manière générale, c'est surtout leur incompréhension du rôle des nations dans la création de la richesse qui nous met en grande difficulté. Avez-vous déjà regardé comment le patronat allemand est capable de coordonner les différentes associations patronales ?
de planifier l'exploration systématique des marchés extérieurs et d'éviter la concurrence entre entreprises allemandes à l'étranger. Que serait la puissance économique des États-Unis sans la mobilisation de l'État et des juristes américains à travers le monde, sans la collaboration étroite entre les secteurs civils et militaires et sans la croyance des Américains que rien n'égale leur mode de vie? Le Brexit aurait-il pu avoir lieu sans le soutien d'une partie du monde entrepreneurial britannique? On pourrait multiplier les exemples et s'apercevoir que la classe dirigeante française est bien isolée dans sa négligence du fait national au service de la puissance économique. Les décideurs français continuent également de penser que la force ne peut aller qu'avec le gigantisme. Et pourtant, la théorie selon laquelle l'avenir est aux empires, aux grands ensembles, n'a absolument rien d'irréfutable. Je fais un petit peu de provocation, vous l'aurez noté au passage. On peut même constater que certaines petites nations sont aujourd'hui parmi les plus dynamiques. En moins d'un demi-siècle plutôt, la Corée est devenue une puissance industrielle de premier plan. Le Danemark a réformé son État de manière efficace, ce que nous sommes manifestement incapables de faire. La troisième révolution industrielle, fondée sur le stockage exponentiel de l'information, remet des unités politiques de petite et moyenne taille au cœur du jeu. Mais on ne s'auto-proclame pas Startup Nation. Une Startup Nation s'enracine dans un fort patriotisme, une culture de la transmission, une majorité de formations professionnalisantes. Au regard des derniers classements sur notre système éducatif, il est probable qu'il n'y aura plus d'école française de mathématiques d'ici une génération. Les sciences dures ne recrutent pas assez d'étudiants, et surtout de bons étudiants. Nous ne formons pas assez d'ingénieurs, surtout dans les domaines de la troisième révolution industrielle, l'informatique, l'intelligence artificielle, les nanos et les biotechnologies, ou même la physique quantique. Et les slogans sur la Startup Nation ne doivent pas tromper. L'expression a été forgée d'abord pour décrire l'écosystème d'innovation israélien, où l'on voit se combiner un niveau éducatif élevé, des formations d'ingénieurs parmi les meilleurs du monde, une recherche scientifique de pointe, un encouragement aux chercheurs qui veulent monter une entreprise, mais aussi une coopération étroite entre recherche civile et militaire, des objectifs nationaux de brevets, etc., etc. Bref, des politiques qui montrent que la logique nationale est absolument indispensable, qu'une économie de puissance ne peut fonctionner que sur un peuple qui est uni dans son identité et qui a conscience, évidemment, de ses intérêts communs, et sur une nation qui, pour reprendre le pouvoir sur l'économie, reprend aussi en amont le pouvoir sur l'éducation et sur la formation. Donc reprendre le pouvoir sur l'économie, c'est changer de logiciel, en ayant comme boussole une vision assumée de l'homme qui n'est pas celle, bien sûr, de l'individu déraciné, déculturé, interchangeable de la société contemporaine. Ça passera par l'éducation, je viens de le dire, c'est ce que vous faites avec l'Iliade, c'est ce que nous faisons avec l'ICEP en tentant humblement de former une nouvelle classe dirigeante qui sera lucide sur les enjeux et les mécanismes économiques du XXIe siècle. Je fais un petit placement de produit. Mais c'est aussi accepter que toutes les économies modernes ont été prospères parce qu'elles s'inscrivaient dans un cadre national. J'insiste, je ne dis pas qu'il faille disqualifier le cadre européen, je ne dis pas qu'il y a des secteurs qui ne sont pas pertinents de travailler au niveau européen, mais il m'apparaît à la fois inefficace et utopique que d'imaginer qu'on puisse mobiliser économiquement un peuple uniquement à travers le cadre européen, et nous en voyons d'ailleurs tous les jours les limites, tant les logiques et les intérêts nationaux continuent de s'opposer dans le cadre de la mise en place des différentes politiques économiques, notamment de concurrence et de régulation de la concurrence au niveau européen. Et c'est là que la réflexion d'ailleurs glisse vers le paradoxe. Je pense que le meilleur service à rendre à l'économie de marché, c'est de réaffirmer ce primat de la politique. Alors certains vont reprocher une réhabilitation de l'ère des nationalismes. Mais aujourd'hui, comme en 1914, ce sont les empires qui menacent et qui plongent le monde dans la violence. Et ce sont aujourd'hui, comme jadis, les nations qui sont les meilleures garantes de la prospérité. Et donc reprendre le pouvoir sur l'économie, c'est aussi reprendre le pouvoir sur notre destinée en tant que peuple, sur ce qui nous unit, sur notre matrice culturelle commune, qui nous donne le sentiment et la volonté de vouloir agir ensemble pour défendre une destinée commune et pouvoir continuer demain de compter dans le grand concert des nations.
Je vous remercie beaucoup. Oui, bon masque. Merci à Marion Maréchal.